Mettons qu'on commence avec un paradoxe assez frappant, là. Imagine un pays qui oblige légalement ses citoyens à aller voter, un pays qui se trouve être le cœur névralgique des institutions européennes, puis qui a un des niveaux de vie les plus élevés au monde. Ouais, on parle de la Belgique, évidemment. Exact. En 2024, ce pays-là a été officiellement rétrogradé au rang de, je cite, « démocratie défaillante ». C'est l'Economist Intelligence Unit qui a sorti ça dans son rapport avec un score global qui a dégringolé à 6,74 sur 10. C'est une note qui fait mal, surtout pour un pays d'Europe de l'Ouest. Totalement. Fait que dans notre exploration d'aujourd'hui, on va vraiment décortiquer ça. Notre but, en épluchant une tonne de rapports officiels, c'est d'analyser les failles structurelles de ce modèle politique-là. Comment un déclin aussi flagrant est possible. Puis, juste pour clarifier, pour quiconque nous écoute, on va rapporter les constats de ces sources-là, que ce soit la Commission européenne ou les EU, de manière hyper neutre. On ne prend pas parti, on fait juste exposer les données sur cette fameuse inefficacité institutionnelle. C'est ça. Puis l'image qui me vient en tête quand je lisais nos notes, c'est comme une voiture de luxe. De l'extérieur, la carrosserie est étincelante. Tu sais, les élections ont lieu, les libertés civiles sont là, mais quand tu ouvres le capot, le moteur de la gouvernance est complètement grippé. C'est une excellente analogie. En fait, ce qui est fascinant ici, c'est que la Belgique, elle n'est pas victime d'un coup d'État ou d'un truc soudain. La légitimité procédurale, donc le vote, les lois de base, ça va bien. Le naufrage, c'est au niveau de la légitimité fonctionnelle. Ce qui veut dire, dans le fond, que l'État n'arrive juste plus à fonctionner. Exactement. C'est une dégradation bureaucratique qui s'est installée de façon super insidieuse avec le temps. L'État a de la misère à produire des politiques publiques ou à faire appliquer ses propres règles. Puis pour comprendre ça, il faut regarder l'architecture du pouvoir, ce qu'on appelle la particratie. Ouais, la particratie. Fait que pour comprendre pourquoi le moteur est grippé, on va regarder qui tient le volant. Puis ça, c'est le rôle, disons, démesuré des partis politiques. Tout à fait. Si tu prends la Constitution belge, l'article 42 dit, noir sur blanc, que les élus représentent la nation. Point. Ils ont un mandat libre. Fait que, théoriquement, ils votent selon leur conscience. En théorie, ouais, mais dans les données, c'est une autre histoire. On observe une discipline de vote absolue. Au sein de la majorité, les députés votent avec la ligne du parti dans 99,73 % des cas. Attends, mais 99,73 %. Voyons donc, c'est un score de régime autoritaire, ça. C'est impossible d'avoir une unanimité de même sans qu'il y ait de la coercition en arrière-plan. C'est clair, ça prouve que le pouvoir réel, il n'est plus vraiment au Parlement. Les politologues appellent ça la particratie consulaire. Le vrai pouvoir a glissé vers les bureaux fermés des présidents de partis. Fait que les débats parlementaires, c'est juste pour le show? C'est souvent très encadré par des accords de coalition négociés d'avance qui font des centaines de pages. Tout est décidé à l'externe. OK, mais comment ces présidents-là font pour contrôler leurs élus avec une telle poigne? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Les rapports montrent que les partis reçoivent environ 108,7 millions d'euros d'argent public par an. Ça représente genre 87 % de leur financement. Wow! Oui. Puis en plus, ils exigent souvent des élus une rétrocession. C'est pas écrit dans la loi, mais c'est une règle interne implacable. L'élu doit reverser entre 10 et 20 % de son salaire à son propre parti. C'est capoté quand on y pense. C'est comme si, mettons, on regarde une grande entreprise. Le conseil d'administration, qui serait le Parlement, n'a aucun pouvoir. Puis tu as des lobbyistes de l'ombre, les présidents de parti, qui signent tous les chèques puis qui tirent toutes les ficelles. C'est pas mal ça, oui. Sans compter les fameux cabinets ministériels, c'est des structures hypertrophiées remplies de conseillers politiques nommés par les partis. Puis ça court-circuite complètement l'administration publique neutre. Mais comment un système d'usurpation légale de même peut être justifié historiquement? Il doit y avoir une bonne raison à la base, non? Théorie du consociationalisme. OK, un gros mot, ça veut dire quoi, en gros? La Belgique est un pays très divisé, linguistiquement entre francophones et néerlandophones, mais aussi philosophiquement. Pour éviter que le pays pète aux frettes ou pire une guerre civile, il fallait forcer les élites à s'entendre. Qu'avec la discipline de parti, c'était comme le prix à payer pour la paix sociale. Exactement. T'obliges les troupes à suivre l'accord négocié par les chefs en haut. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ce compromis-là s'est transformé en dictature du plus petit dénominateur commun.
Ce qui mène inévitablement à la paralysie. Voilà. Comme il faut l'accord parfait de plein de partis différents pour avancer, tout bloque. C'est ce qui explique les fameux records mondiaux sans gouvernement comme les 600 jours à Bruxelles récemment. C'est lourd, fait que quand le pouvoir législatif est paralysé par ce besoin de compromis absolu, l'exécutif finit par s'impatienter, les ministres ont des choses à gérer. Puis c'est là que le système franchit une grosse ligne rouge, le contournement de la justice. Oui, et ça, c'est documenté de façon assez terrifiante. Le dossier le plus emblématique, c'est la crise de fait d'asile. C'est l'agence qui gère l'hébergement des demandeurs d'asile. C'est là que l'État s'est fait condamner à répétition, hein? Oui, l'État belge a été condamné entre 11 000 et 12 000 fois par ses propres tribunaux du travail parce qu'il n'hébergeait pas les demandeurs d'asile comme la loi l'exige. Non, mais attends, 12 000 fois. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si un citoyen ordinaire refuse de payer une contravention de stationnement, l'État s'abat sur lui, bloque ses comptes, saisit son salaire. Mais l'État lui-même se fait condamner 12 000 fois, puis c'est géré comme une simple ligne budgétaire. C'est ça l'effondrement de l'État de droit. L'exécutif préfère ne pas appliquer la loi plutôt que de prendre des décisions politiquement difficiles. Et ça va tellement loin que la Cour européenne des droits de l'homme, en 2023, avec l'arrêt Camara, Oui, je l'ai lu celui-là. la Cour a dénoncé une, je cite, « carence systémique ». L'État refuse délibérément d'appliquer des jugements définitifs. Via la place, l'État paye des astreintes colossales. Les données estiment ça à 12,6 millions d'euros cumulés à la mi-avril 2025. C'est comme si la loi était devenue facultative pour ceux qui gouvernent. Et c'est pas juste l'asile. On voit la même dynamique pour les normes environnementales, le bruit des avions ou l'exportation d'armes. En juillet 2024, c'est allé si loin que les 3 plus hautes juridictions du pays ont sorti un mémorandum rarissime. Ouais, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation puis le Conseil d'État. C'est ça. Ces juges-là ont qualifié la situation d'inacceptable. Quand tes propres tribunaux suprêmes doivent faire un communiqué pour te dire d'appliquer la loi, c'est que l'arbitraire d'État s'est installé. La justice est perçue par le gouvernement comme un simple comité consultatif qu'on peut ignorer si on a l'argent pour payer l'amende. C'est que face à un État paralysé par les partis qui respectent même plus ses propres tribunaux, comment la population réagit? Est-ce que ça doit péter quelque part? Les chiffres de l'UEPS en 2023 sont implacables là-dessus. Seulement 26 % des citoyens se disent satisfaits de la démocratie. Et la confiance envers les partis et le Parlement, elle a chuté à 22 %. C'est une rupture de confiance spectaculaire. Mais le paradoxe, puis ça je trouve ça fascinant, c'est que la confiance envers l'État social reste super haute. On parle de 83 à 87 % de confiance envers la sécurité sociale et les soins de santé. C'est ça. Les citoyens croient encore profondément au filet social. Ils aiment le système de solidarité, mais ils ressentent un profond écœurement pour l'oligarchie qu'ils gèrent. Puis ce ressentiment-là, il sort pas de nulle part. C'est super corrélé aux inégalités, non? Absolument. L'indice Solidaris a montré une chute du bien-être de 23 % chez les personnes les plus pauvres sur une période de 10 ans. OK, fait que les gens s'appauvrissent, ils voient les politiciens bloquer le système, puis là, on arrive à ce que les rapports appellent la grande inversion démocratique. Oui, et ça, c'est lié à la transparence. Le GRCO, qui est l'organe anticorruption du Conseil de l'Europe, publie des rapports très clairs sur le manque de transparence du lobbying ou des cabinets. Les échecs sont publics. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour le citoyen moyen? C'est un peu comme... disons que tu vois un grand restaurant avec un gros avis d'infraction sanitaire rouge collé dans la vitre par les inspecteurs. Mais le resto reste ouvert jour après jour. Personne nettoie la cuisine, personne ferme la place. C'est une très bonne image, ouais. Le public qui passe devant tous les jours finit par croire que l'inspecteur de la santé fait partie d'un complot mafieux avec le propriétaire, alors qu'en réalité, c'est juste que le système administratif est tellement paralysé qu'il n'arrive pas à fermer le resto. Fait que cette transparence des échecs, ça nourrit directement le conspirationnisme. Et cela soulève une question épistémologique importante. Assimiler l'incompétence structurelle ou la paralysie de l'État à un complot malveillant, c'est une grosse erreur d'analyse de la part du public. Il n'y a pas un groupe secret qui veut détruire la Belgique, c'est juste la machine qui est trop lourde. Mais le pire, c'est que ce confusionnisme-là, ça fait carrément l'affaire des politiciens. Tout à fait. Ça leur permet de balayer du revers de la main des critiques super légitimes en traitant tout le monde de populistes ou de complotistes. En diabolisant la colère des citoyens, ils évitent la reddition de comptes.
C'est la couverture parfaite pour rien changer. C'est un cycle toxique. Fait que si on résume un peu notre trajet aujourd'hui, un modèle politique qui, à la base, a été conçu pour pacifier des tensions culturelles, s'est métamorphosé en une particratique complètement étouffante. Et ce verrouillage mène à une paralysie si grande que l'exécutif finit par bafouer la justice, ce qui détruit la confiance des citoyens. Exact. Puis les citoyens frustrés se tournent vers le complotisme, ce qui permet aux élus de se justifier. C'est une boucle fermée. Mais est-ce qu'il y a une issue de secours à cette patente-là? C'est là que la société civile belge devient un laboratoire intéressant. Puisque le système représentatif bloque, on voit des innovations comme des assemblées citoyennes tirées au sort. Comme le modèle d'Osbergien ou le fameux G1000, c'est ça? Oui, en gros, on contourne les élus. On prend des citoyens ordinaires au hasard, on les informe et on les laisse délibérer. Et souvent, ils réussissent à trouver les compromis là où les partis s'entretuent. Ce qui amène une réflexion de fin assez troublante, honnêtement. Si aujourd'hui, la seule façon de sauver notre démocratie, une démocratie hyper clivée puis complexe, c'est d'arrêter d'élire des politiciens professionnels pour donner le pouvoir à des gens tirés au hasard. Ça remet en question le dogme de l'élection elle-même. Tellement. Est-ce que le concept même de l'élection partisane n'est pas devenu structurellement obsolète pour le 21e siècle? C'est une idée qu'on va laisser suspendue dans l'air, de quoi y penser longuement la prochaine fois que vous croiserez une affiche électorale. Il faut s'imaginer un pays moderne, là, au cœur de l'Europe, où les élus votent exactement ce que leur chef exige dans genre 99,73% des cas. C'est une discipline quasi soviétique. Oui, mais on parle pourtant d'une des démocraties les plus établies, là, tu sais, la Belgique. Exactement. Puis d'habitude, quand on regarde les institutions d'un pays de même, on s'attend à un système super lisible. Le Parlement surveille, la justice fait sa job, les médias enquêtent. C'est la théorie, ça. Oui, parce que quand on plonge dans la pile de documents qu'on a aujourd'hui, l'image de carte postale s'effrite assez vite. Absolument. Derrière l'image des gaufres puis des grands sommets de l'Union européenne, il y a une mécanique du pouvoir qui fonctionne vraiment en vase clos. Pour notre plongée d'aujourd'hui, on a des sources super denses. Des gros morceaux, oui, exact. Des décrets régionaux hyper pointus qu'on appelle le système Walex, des travaux académiques sur la particratie, des rapports d'Amnesty International, puis des recherches sur le non-recours aux droits sociaux. Fait que la mission, c'est de décortiquer tout ça. C'est ça. Ce qui relie tous ces documents, c'est la concentration extrême du pouvoir. On va voir comment ce pouvoir s'organise, comment il se protège quand on le dérange et comment, au bout du compte, la machine bureaucratique finit par broyer les plus vulnérables. Je suis prêt, il faut qu'on décortique ça. Surtout ce chiffre-là, 99,73%. Ça vient de l'Université libre de Bruxelles, puis ça résume parfaitement l'absurdité de la situation, je trouve. C'est un chiffre qui frappe, oui? Lors de 3 votes stratégiques sous le gouvernement de l'ex-première ministre Sophie Wilmès, la discipline de vote a atteint ce pourcentage-là. Il y a juste une seule élue qui a osé s'écarter de la ligne de son parti. Puis c'était juste pour s'abstenir. Ouais, pas pour voter contre, juste une abstention. C'est fou. Ça pose une question existentielle pour n'importe quelle démocratie. Si les élus font juste peser sur le piton que leur chef pointe, à quoi y sert le Parlement? C'est-tu juste une pièce de théâtre super chère? La littérature académique est assez claire là-dessus. Les politologues comme De Winter puis Dumont considèrent aujourd'hui les parlementaires belges comme de simples agents du parti. Wow! Ouais, le véritable pouvoir y est plus dans l'hémicycle. L'économiste Bruno Coleman utilise d'ailleurs un terme fort pour décrire ça. Il parle d'une particratie consulaire. Particratie consulaire? C'est ça. Au fond, ce sont les présidents de parti qui tiennent le stylo. Puis le pire, c'est qu'ils sont souvent élus par une petite poignée de militants internes, pas par la population. C'est eux qui nomment les ministres, qui distribuent les postes clés selon des quotas complètement obscurs. Mais comment ils arrivent à verrouiller le système de même avant même que les lois arrivent au Parlement? C'est comme des marionnettistes dans l'ombre, hein? Tout se joue dans les fameux accords de coalition. Avant même qu'un gouvernement commence à travailler, ces présidents négocient des contrats de plusieurs centaines de pages. Des briques, genre. Exactement. Puis ces documents-là, ils décident de tout ce qui va être voté pendant les 4 ou 5 prochaines années, mais surtout de tout ce qui va être formellement écarté du débat public. Fait que le débat est mort d'avance? Ouais.
Puis pour s'assurer que personne vienne déranger ça, la Belgique a une particularité unique. C'est le seul pays de l'Union européenne sans aucun mécanisme de référendum national. Ah, aucun référendum? Aucun. C'est un circuit fermé. Les citoyens votent aux élections, puis après, pouf, la porte se referme. C'est capoté. Quand presque 100% des votes sont décidés d'avance dans des bureaux fermés, le Parlement perd sa job de surveiller l'exécutif. C'est un angle mort géant. Et c'est exactement là que ça dérape. Ben oui, c'est là que la corruption s'installe. Les documents qu'on a listent des scandales politico-financiers qui donnent le vertige. On parle pas de petites erreurs comptables, tu sais? Non, vraiment pas. L'affaire Publifin, par exemple. Ouais. Des politiciens locaux qui touchaient des milliers d'euros pour siéger dans des comités fantômes où ils faisaient, rien du tout. Et l'affaire du SAMU social, c'est peut-être pire. Totalement écœurant. Des dirigeants qui s'enrichissaient sur des fonds publics qui étaient censés aider les sans-abri. Puis il y a le cas de la bourgmestre Muriel Tarnion qui se fait nommer conseillère chez Luminius pour un poste qui avait été aboli parce qu'il servait à rien. C'est des cas qui créent une crise de confiance massive, évidemment. Et face à la grogne du public, le réflexe du système, c'est pas de changer la structure du pouvoir, c'est de produire de la bureaucratie. Genre, rajouter de la paperasse. Exactement. On le voit avec l'arsenal législatif Walex en région wallonne. Au lieu de remettre en question la particratie, le gouvernement crée des règles d'une précision presque chirurgicale pour modifier le code de la démocratie locale. C'est de la microgestion, ça. J'ai vu qu'ils interdisent d'engager son conjoint ou un parent jusqu'au 2e degré dans le secrétariat d'un collège communal. Ouais, des règles anti-népotisme super strictes. Ils plafonnent même le nombre de mandats rémunérés à 3 par élu, puis ils réglementent les jetons de présence à la virgule près. L'objectif officiel, c'est de forcer la bonne gouvernance. L'idée, c'est que si tu encadres chaque minute de la vie d'un élu avec un texte de loi, la corruption va disparaître. Mais attends là, c'est bien beau d'interdire d'embaucher son beau-frère avec l'argent de nos taxes, mais ça règle pas le problème de fond de la culture politique. C'est comme le jeu d'arcade, le tap-taupe, le fameux whack-a-mole. Ah, l'analogie est bonne, oui. On frappe sur un petit scandale avec un décret hyper lourd, puis la corruption ressort par un autre trou. Sous une autre forme, on joue juste à la police des formulaires. Le problème du tape-top, c'est que la top finit par être la bureaucratie elle-même. Le système pond des textes d'une complexité ahurissante, puis cette opacité-là crée des nouvelles zones grises. Bien sûr. Et la grande ironie qu'on découvre dans l'analyse, c'est que cette obsession bureaucratique va devenir une arme contre la population plus tard. Mais avant d'en arriver là, il faut parler de ceux qui essaient d'exposer ces scandales. Ouais, parce que si le Parlement est menotté et puis que les lois anticorruption sont juste un écran de fumée, ça tombe sur les épaules des journalistes d'investigation. C'est eux les vrais chiens de garde. Exact. Mais le pouvoir se laisse pas faire. Et c'est là qu'on entre dans ce que les rapports d'Amnesty International appellent l'ère des poursuites bâillons, ou les slaps. Le système de justice lui-même est utilisé pour faire taire le monde. C'est un mécanisme complètement pervers, les poursuites bâillons. Des politiciens ou des chefs d'entreprise lancent des poursuites judiciaires exagérées contre des journalistes. Mais c'est quoi le but s'ils savent qu'ils ont tort? Le but, c'est pas de gagner le procès. Ils savent qu'ils vont perdre sur le fond. L'objectif, c'est l'épuisement. On attaque le journaliste personnellement pour le noyer sous les frais d'avocat, le stresser et surtout, lui faire perdre son temps. C'est fou. C'est carrément comme un joueur étoile dans la LNH là, qui poursuivrait l'arbitre au civil à chaque fois qu'il donne une pénalité. Ouais, exactement ça. Le joueur a des millions, il s'en fout de gagner la poursuite, il veut juste ruiner l'arbitre pour que la prochaine game, le gars laisse son sifflet dans ses poches. C'est de l'intimidation pure. L'exemple parfait de ça, c'est le journaliste belge David Leloup. Oui, son histoire est incroyable. Absolument emblématique. Il enquêtait sur l'affaire Publifin avec Stéphane Moreau, un dirigeant très puissant de Nétis. Leloup s'est retrouvé visé par 7 poursuites bâillons différentes. 7? 7, dont une accusation au pénal pour vol domestique parce qu'il aurait soi-disant volé un vieil ordinateur portable que son employeur lui avait fourni. Voyons donc. C'est absurde, mais ça marche. Même si ça tombe à l'eau, Leloup estime avoir perdu 2 mois complets de travail à temps plein étalé sur 2 ans juste pour se défendre. 2 mois où il n'a pas pu enquêter. Puis ce qui est capoté, c'est que la loi belge fait rien. Les documents disent que l'article 780 bis du Code judiciaire qui punit les procédures abusives s'applique juste aux civils. C'est la grosse faille. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent au pénal ou ils font des plaintes devant le Conseil de déontologie. C'est une privatisation de la censure. Wow. Les acteurs puissants
utilisent les tribunaux publics pour leurs intérêts privés. L'Institut fédéral des droits humains parle bien d'une nouvelle directive européenne de 2024 qui pourrait aider à rejeter ces plaintes rapidement. Mais il y a un mais, j'imagine. Oui, elle est limitée aux affaires transfrontalières au civil. Pour un journaliste local, le bouclier existe presque pas. Puis la Cour de cassation belge a même statué que si un journaliste est présent pendant une perquisition policière, ça peut annuler la perquisition. Fait qu'ils sont carrément repoussés du terrain. Exactement. Mais cette pression judiciaire-là, c'est juste la pointe de l'iceberg. Le vrai danger pour l'information, il est financier. Pendant que les journalistes se ruinent en avocats, tout l'écosystème des médias étouffe. L'Association des journalistes professionnels, l'AGP, brosse un portrait vraiment sombre. C'est une compression systémique. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit des coupes drastiques. On parle de réduire les médias locaux de 12 à 8 d'ici 2030. Une vraie hécatombe. Les subventions passeraient de 16 millions d'euros à 10 millions. L'AJP craint une casse sociale et la création de véritables déserts d'information au niveau local. Bien en parallèle, les médias privés qui survivent, ils se regroupent. Les sources parlent de discussions entre d'énormes groupes, comme Rossel et IPM. Et cette concentration combinée aux coupes, ça a un impact direct sur la diversité. Les chiffres de l'AJP font mal à voir. La presse quotidienne francophone, c'est 79 % d'hommes. 79 %. Puis j'ai vu que dans le sport, les femmes représentent juste 6 %. Oui. Les personnes en situation de handicap invisibilisées à 0,22 % et la diversité d'origine recule. C'est ça l'enjeu de la précarité. Quand les jobs sont mal payés, le journalisme devient un métier de luxe, tu sais. Ce sont ceux qui ont un filet de sécurité familiale qui peuvent se le permettre. Exactement. Les personnes issues des classes populaires sont évincées. Elles représentent à peine 6 à 8 % de l'espace médiatique face à une surreprésentation des classes intellectuelles supérieures. Heureusement, il y a des alternatives. Nos sources parlent de médias coopératifs comme Médor, qui sont financés à 80 % par les lecteurs pour garder leur indépendance. Oui, c'est vital, mais c'est un combat constant. Et le gros problème de cette homogénéité dans les grandes rédactions, c'est l'angle mort que ça crée. C'est-à-dire? Bien, une rédaction super urbaine et aisée, elle vit pas la lourdeur des démarches de l'aide sociale, elle comprend pas vraiment la réalité de la précarité, fait qu'elle passe à côté des vrais problèmes structurels. Et cet angle mort, ça nous amène direct à la dernière pièce du casse-tête, la pire selon moi. Oui, le non-recours. Ouais. On a un gouvernement qui pond des règles administratives byzantines, puis une presse élitiste qui voit pas la misère. Ça permet à l'État de retourner la bureaucratie contre ses propres citoyens. Le Centre de compétences en politique culturelle, le CCPLC, documente ça super bien. Le non-recours aux droits sociaux. Le non-recours, pour clarifier, c'est quand un citoyen qui a légalement droit à une aide ne la reçoit jamais. Et c'est pas juste une erreur informatique. Non, pas du tout. La recherche appelle ça du « policy making by other means », faire de la politique par d'autres moyens. C'est l'idée que la complexité administrative est délibérément utilisée comme un obstacle pour réduire le nombre de bénéficiaires. Fait que, tu sais, au lieu de voter des coupes budgétaires impopulaires au Parlement, le gouvernement fait juste rendre le formulaire tellement long puis humiliant que la moitié du monde abandonne. C'est de l'austérité cachée. Les chiffres le prouvent. Le pouvoir se vante de récupérer 414 millions d'euros en luttant contre la fraude sociale. Ça fait les manchettes. Mais de l'autre bord? De l'autre bord, il y a entre 3 et 5 milliards d'euros d'aide sociale prévus au budget qui sont jamais réclamés chaque année. Milliards avec un M. C'est fou. Le rapport disait que, pour le revenu d'intégration sociale, entre 37 et 51 % du monde ne le réclame pas. Presque la moitié de ceux qui n'ont rien. Et le pire, c'est que certains médias participent à ça. L'émission de RTL-TVI « Sans boulot, tous fraudeurs », c'est un exemple classique de poverty porn. On prend des cas extrêmes de fraude pour faire de l'audimat. Puis ça déplace la fenêtre d'Overton. En associant toujours pauvreté et fraude, on légitime la brutalité du système. Les gens ont honte de demander de l'aide. 27 % n'osent même pas essayer à cause de la honte. Cette honte, c'est le moteur de la boucle de rétroaction politique. Le système punitif isole les citoyens précaires, ils se démobilisent, ils votent moins. Puis puisqu'il n'y a pas de référendum, ils ne peuvent rien faire. Exact. Fait que les partis ont strictement aucun incitatif à simplifier le système. Pourquoi aider un groupe qui vote pas puis qui n'a pas de voix dans les médias? La boucle est bouclée. On part d'un club de présidents de partis qui contrôle tout à 99,73 % quand il y a des scandales et créent une bureaucratie étouffante. Pendant ce temps-là, les journalistes se font écraser par des poursuites, puis les médias survivants stigmatisent les pauvres. Et à la fin, ce même bureaucratie garde les plus vulnérables dans la misère pour économiser des milliards.
Les sources nous forcent à voir que la lourdeur du système, c'est rarement de l'incompétence. Souvent, la complexité, c'est l'outil de gestion le plus redoutable pour garder le pouvoir. C'est ça. Fait que la prochaine fois qu'on tombe sur un formulaire avec 15 pièces justificatives impossibles à trouver ou qu'un gouvernement veut serrer la vis aux fraudeurs, on devrait s'arrêter un instant. Et si le système fonctionnait exactement comme prévu? C'est une méchante bonne raison de continuer à fouiller puis de soutenir l'information indépendante. Imaginez une seconde un gouvernement qui décide de façon tout à fait consciente de budgétiser des dizaines de millions de dollars, mais uniquement pour payer les amendes de ses propres condamnations judiciaires. C'est fou quand on y pense. C'est complètement fou. Pourquoi ils feraient ça? Parce qu'ils ont calculé que payer pour violer la loi, dans le fond, c'était politiquement et logistiquement plus simple que de la respecter. Exactement. En entendant ça, on pourrait facilement penser qu'on parle d'un régime autoritaire lointain, mais non, on parle de la Belgique. La Belgique, oui. Le cœur battant de l'Union européenne. Ben oui, un État fondateur, un pays qui est perçu à l'international comme un vrai champion des valeurs démocratiques. Mais pourtant, en épluchant les documents pour notre analyse d'aujourd'hui, c'est une image vraiment troublante qui s'est dessinée. Absolument, c'est un contraste assez frappant. Tellement! D'un côté, on a cette vitrine impeccable de la vertu européenne et de l'autre, on découvre un État qui subit présentement une dégradation systémique de son État de droit. C'est comme, je sais pas, regarder un magnifique bâtiment patrimonial dont la façade est parfaite, mais dont les fondations sont complètement rongées par l'humidité. C'est une excellente analogie, oui. Notre exploration approfondie d'aujourd'hui se base sur un rapport d'analyse structurelle assez massif qui s'intitule « L'érosion de l'État de droit en Belgique ». Et c'est pas un petit document, là. Non, vraiment pas. Ce document-là compile les rapports 2024 et 2025 de la Commission européenne, des arrêts majeurs de la Cour européenne des droits de l'homme et les évaluations du Gréco. Fait que la mission de notre session, pour quiconque qui nous écoute, c'est vraiment de comprendre la mécanique de ce phénomène-là, comment une démocratie moderne peut en arriver à refuser d'appliquer ses propres lois. Oui, et pour bien décortiquer ce qui se passe, je pense qu'il faut d'abord poser la définition de ce qu'est réellement l'État de droit. Vas-y, je t'écoute. C'est pas juste un concept philosophique abstrait qu'on enseigne dans les facultés de droit. L'État de droit, c'est le contrat de base de toute démocratie. OK. Ça stipule que l'État, le gouvernement et toutes ses institutions sont soumis aux mêmes lois que le citoyen ordinaire. En fait, personne ne bénéficie d'un passe-droit. Même pas les politiciens? Surtout pas eux. Mais le paradoxe que les sources mettent en lumière, c'est que les dirigeants belges ont tranquillement construit un système où ils s'affranchissent carrément de cette contrainte-là. Et cela soulève une question importante. Laquelle? Comment le pouvoir s'est-il métamorphosé en Belgique pour permettre à cette classe dirigeante de se soustraire aux règles qu'elle impose au reste de la population, et ce sans provoquer une crise constitutionnelle majeure, tu sais? C'est la question à $1 million. Si on veut y répondre, il faut regarder comment le pays interagit avec les gendarmes internationaux de la transparence. Oui, tout à fait. Dans nos notes, on parle constamment du Gréco. Si je comprends bien, c'est une entité du Conseil de l'Europe qui agit un peu comme un vérificateur anticorruption pour ses États membres, c'est ça? Exact. Ils débarquent, ils inspectent les lois du pays et ensuite ils émettent des recommandations. Des recommandations qui sont supposées être contraignantes, non? En théorie, oui. Et ils ont une procédure diplomatique assez lourde pour punir les mauvais élèves. C'est la fameuse règle 32. Ah oui, la règle 32. Ouais, le Gréco utilise cette règle 32 un peu comme une arme de dernier recours. Quand un pays fait preuve, disons, d'une mauvaise foi évidente ou d'une inertie très prolongée pour bloquer des réformes anticorruption, le Gréco l'active. Et ça ressemble à quoi concrètement quand il l'active? C'est une mécanique graduelle. C'est vraiment conçu pour être de plus en plus inconfortable pour le pays. Ça commence par forcer l'État à se justifier publiquement avec des rapports fréquents. OK, donc un peu de pression bureaucratique. C'est ça. Mais si le blocage persiste, le représentant permanent du pays reçoit carrément une lettre d'avertissement institutionnel. Ouch! Et le stade final, c'est l'intervention directe du secrétaire général du Conseil de l'Europe auprès du ministre des Affaires étrangères du pays concerné. Fait que là, on sort complètement du domaine technique. On expose la défaillance de l'État directement sur la scène politique internationale. OK, décortiquons tout ça parce que c'est ici que les données du rapport deviennent vraiment accablantes pour la Belgique. Oui.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors du 4e cycle d'évaluation du Gréco, qui portait sur le pouvoir législatif, la Belgique fait face à cette règle 32 à plusieurs reprises, et on ne parle pas d'un petit retard administratif de quelques mois, là. Non, pas du tout. Ce cycle-là s'est étiré de 2014 à 2024, une décennie entière d'obstruction. 10 ans, c'est énorme. Les parlementaires belges ont activement refusé de mettre en place des mesures de transparence qui sont honnêtement de base. Par exemple, ils ne voulaient pas publier la valeur réelle de leur patrimoine. Ni le détail de leurs revenus privés. Exact. Et ils ont même bloqué la création d'un registre obligatoire pour les lobbyistes. Comment on peut justifier une décennie de blocage sur des choses aussi fondamentales que ça? L'absence de volonté politique était flagrante, parce que dans le fond, ces mesures-là touchent directement au cœur de l'influence et de l'argent. Ouais, c'est toujours une question d'argent. Absolument. Sans une déclaration de patrimoine détaillée au début et à la fin d'un mandat, il est techniquement impossible pour les autorités ou même pour les journalistes de détecter un enrichissement illicite ou inexpliqué d'un élu. C'est une façon de se protéger. Exactement. Et refuser le registre des lobbyistes, c'est s'assurer que les rencontres entre les députés et les grands groupes industriels ou financiers, elles restent invisibles pour le public. C'est fou! Le rapport souligne aussi que les parlementaires ont carrément rejeté la création d'un organe de contrôle indépendant pour leur propre déontologie. Oui, pourquoi se faire contrôler par quelqu'un d'autre? Voilà. Les groupes politiques voulaient garder le monopole des sanctions contre leurs propres membres, ce qui équivaut, en pratique, à ne jamais sanctionner personne pour protéger la réputation du parti. Ce qui saute vraiment aux yeux dans l'analyse, c'est le traitement à deux vitesses. Parce que pendant que le Parlement bloquait sa propre transparence, les réformes qui visaient le système judiciaire, elles, passaient la rampe sans aucun problème. Ouais, c'est un contraste assez ironique. Totalement. Les juges et les procureurs se sont vus imposer de nouvelles règles déontologiques, des réformes de recrutement, notamment via la création du Conseil supérieur de la justice, même si on s'entend les sources précises que ce conseil-là reste politisé en coulisses. Ouais, parce que la moitié de ses membres sont nommés par le Sénat. Fait qu'il y a quand même des tractations politiques indirectes. Tout à fait. La création du Conseil supérieur de la justice était présentée au public comme une grande victoire pour l'indépendance, mais la clé de répartition au Sénat impose effectivement des marchandages pour respecter des équilibres idéologiques et aussi linguistiques qui sont très complexes en Belgique. Ouais, on connaît la complexité belge. Exact. Mais dans le fond, l'appareil d'État a modernisé la justice parce que ça ne menaçait pas directement les privilèges des élus. Ah, voilà. Réformer les tribunaux, c'est super valorisant sur le plan électoral. Mais imposer aux politiciens de dévoiler leur propre portefeuille d'investissement personnel, ça heurte de plein fouet l'instinct de conservation de la classe politique. Si j'essaie de visualiser la situation avec une analogie, mettons, la règle 32, c'est un peu comme les mises en demeure qu'un propriétaire envoie à un locataire destructeur. Oui, c'est une bonne image. Tu sais, la vie simple, la lettre commandée, la menace de saisie. Le problème ici, c'est que l'État, c'est le locataire délinquant. Et ce même État a tout le pouvoir pour imposer un nouveau règlement d'immeuble super strict à ses voisins, les juges, mais refuse catégoriquement d'en appliquer une seule ligne dans son propre appartement. Oui, pour pousser ton analogie un peu plus loin, on pourrait dire que ce locataire-là possède aussi les clés du bureau d'expulsion. Ah, c'est bon ça. L'État sait pertinemment que le Gréco peut émettre tous les blâmes diplomatiques du monde. Ils n'enverront jamais la police européenne pour forcer un vote au Parlement belge. Ils sont intouchables, dans le fond. C'est cette impunité perçue qui nous amène directement au sommet de l'État où le problème prend vraiment une ampleur systémique. D'ailleurs, le 5e cycle d'évaluation du Gréco, qui est actuellement en cours, cible spécifiquement les plus hautes fonctions de l'exécutif. Donc les ministres. Exactement, les ministres. Et si le pouvoir législatif est réticent, le pouvoir exécutif semble carrément opaque. Les sources mentionnent que la Belgique a jusqu'au 30 novembre 2026 pour prouver qu'elle agit contre le pantouflage. Le fameux revolving doors, oui. C'est ça? C'est ça, phénomène de porte tournante où un ministre de l'Énergie, par exemple, quitte ses fonctions le vendredi et, surprise, se retrouve mystérieusement au conseil d'administration d'une multinationale de l'énergie le lundi suivant. Et apparemment, la Belgique n'impose aucune véritable période de carence pour empêcher ça. Aucune, mais pour comprendre pourquoi l'exécutif est si intouchable, il faut vraiment plonger dans la structure même du pouvoir belge. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique invisible qui dirige le pays. Le rapport cite les travaux d'un politologue, Lieven de Winter,
pour expliquer le concept de particratie. La particratie. Ouais, dans ce modèle-là, le véritable pouvoir de l'État a été littéralement siphonné hors des institutions démocratiques traditionnelles. Donc pas au Parlement. Non. Le centre de gravité des décisions n'est pas au Parlement, ni même réellement dans les mains du premier ministre. Attends, le pouvoir absolu réside où alors, elle? Dans un club extrêmement restreint, les présidents des partis politiques. Fait que si le vrai pouvoir est chez les présidents de partis, le Parlement, lui, sert à quoi au juste? À faire de la figuration? Ben, c'est un peu ça. Le Parlement se retrouve réduit à une simple chambre d'enregistrement. Les présidents de partis négocient des accords de coalition qui sont tellement détaillés, tellement verrouillés d'avance, que les députés de la majorité perdent toute liberté de vote. Ah ouais. La discipline de parti est absolue. Un député qui oserait voter selon sa propre conscience ou contre l'accord de coalition, il risquerait de se faire carrément rayer des listes électorales par son président de parti aux élections suivantes. Fait que le débat contradictoire au sein de l'hémicycle, il perd tout son sens. Il devient du théâtre purement et simplement. Tu sais, on lit souvent des rapports institutionnels qui restent un peu à la surface des choses, mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Ouais. Parce qu'on pourrait se dire en écoutant ça, bah, tous les pays occidentaux ont des partis politiques qui exercent une pression sur leurs élus. Ce n'est pas nouveau en soi. Non, c'est vrai. Sauf que les sources détalent une anomalie structurelle typiquement belge qui amplifie cette particratie-là de façon démesurée. C'est les cabinets ministériels. Ah, les cabinets. C'est quoi exactement un cabinet ministériel dans ce contexte-là et pourquoi ça contourne l'administration publique? Bien, regarde comment ça fonctionne ailleurs. Ailleurs, un ministre arrive au pouvoir et il s'appuie sur une administration publique permanente qui est neutre et experte pour mettre en œuvre ses politiques. Ouais, des fonctionnaires de carrière. Exact. Mais en Belgique, le système fonctionne avec des armées de collaborateurs partisans. On parle de milliers d'individus recrutés de façon discrétionnaire par les partis pour garnir les cabinets des ministres fédéraux et régionaux. Des milliers, hein? Ouais. Ces collaborateurs-là, qu'on appelle souvent péjorativement les cabinettards, ils agissent comme un filtre imperméable entre le ministre et l'administration officielle de l'État. OK. Ce sont eux qui rédigent les lois, qui négocient avec les lobbies financiers, environnementaux ou syndicaux. L'administration publique régulière est souvent complètement court-circuitée, réduite à des simples tâches d'exécution. Mais ça change complètement la dynamique de l'État, ça. C'est comme si, dans une immense entreprise publique, au lieu d'avoir un conseil d'administration transparent et imputable qui prend les vraies décisions, ben la vraie stratégie se décidait exclusivement dans le club de golf privé des principaux actionnaires. C'est une très bonne comparaison. Et ces actionnaires-là engageraient des milliers de directeurs sans jamais afficher de poste, sans faire passer aucune entrevue formelle et surtout sans vérifier si ces gens-là ont des conflits d'intérêts colossaux avec des entreprises privées. Et le pire dans ton analogie du club de golf, c'est que ce sont les citoyens qui payent les cotisations annuelles de ce club sans jamais avoir le droit d'y entrer. C'est révoltant. Et c'est pour ça que le Gréco dénonce avec autant de force ce recrutement politique opaque, précisément parce qu'il n'y a aucune évaluation rigoureuse des risques d'intégrité avant l'embauche de ces gens-là. Et personne n'a essayé de changer ça? Si, le rapport rappelle d'ailleurs l'échec cuisant de la réforme qu'on appelait Copernic au début des années 2000. OK, c'était quoi le but? Le but de cette réforme-là, c'était justement de moderniser l'État en abolissant ses cabinets ministériels pour redonner le vrai pouvoir à des hauts fonctionnaires impartiaux. Et j'imagine que ça n'a pas marché. La machine partisane a broyé cette réforme. La particratie a un besoin vital de ces milliers de postes très bien rémunérés pour récompenser les membres loyaux de son parti et bien sûr maintenir son emprise totale sur les rouages de l'État. On voit très bien comment cette architecture politique protège ses privilèges, mais là, le rapport nous entraîne vers un territoire beaucoup plus sombre. Oui, ça bérape. Cette culture de l'impunité où le parti décide de tout, ben, ça finit par déborder. Ce n'est plus juste une question de refuser de publier ses impôts ou d'embaucher ses amis du parti, ça mène carrément à une confrontation directe avec le pouvoir judiciaire. Tout à fait. Les sources documentent une situation où l'État belge se transforme littéralement en hors-loi. Il refuse d'exécuter des jugements. Et l'exemple le plus tragique de ça, c'est la crise de l'asile, avec l'Agence fédérale Fédasile. La gestion de l'accueil des demandeurs d'asile, c'est vraiment le symptôme le plus violent de cette dégradation de l'État de droit. Ouais. La loi belge et les directives européennes aussi obligent l'État à fournir un hébergement digne aux demandeurs d'asile pendant le traitement de leur dossier. C'est la loi. C'est le minimum. Sauf que, face à la saturation du réseau d'accueil, le gouvernement a consciemment décidé de laisser des milliers de personnes dormir dans la rue. Et on parle d'hommes, de femmes
et de familles avec des enfants mineurs. C'est terrible. Les associations de défense des droits humains ont évidemment saisi les tribunaux. Les juges du travail ont lu la loi, ils ont constaté la violation flagrante et ils ont condamné l'État. Et le nombre de condamnations, ça donne le vertige. Sérieusement, le document mentionne plus de 11 000 condamnations contre l'État belge par ses propres tribunaux. 11 000! C'est astronomique. Plus de 11 000 ordonnances judiciaires qui exigent de loger ces gens-là. Face à une montagne d'injonctions pareilles, comment un gouvernement dans une démocratie saine peut physiquement ou logistiquement ignorer ses propres juges? Comment ça se passe sur le terrain dans la vraie vie? Mais le mécanisme de désobéissance est organisé depuis le sommet. Les secrétaires d'État à l'asile qui se sont succédés ont assumé, politiquement, le fait de ne pas obtempérer. Ils l'assument publiquement. Oui, et donnent des instructions très claires à leur administration de prioriser certains dossiers, ignorant ainsi de facto les injonctions des juges pour les autres. Ils plaident le manque de place et de budget. Ouais, mais les droits humains, c'est pas conditionnel au budget, il me semble. Exactement. En droit, la protection de la dignité humaine n'est pas conditionnelle à l'état des finances publiques. Devant cette paralysie nationale, les avocats ont dû se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme, la CDH, en urgence. La plus haute instance. Ouais. Et la Cour a été tellement inondée qu'elle a dû prononcer plus de 1000 mesures provisoires exigeant de la Belgique qu'elle mette ces gens-là à l'abri pour éviter des traitements inhumains ou dégradants. Fait que ce blocage total, ça nous amène à un moment vraiment charnière, là, l'arrêt Camara contre Belgique, qui a été rendu par la CDH en juillet 2023, s'est présenté dans le rapport comme un véritable tremblement de terre juridique. C'est le mot. Cet arrêt condamne la Belgique pour violation de l'article 6 de la Convention européenne qui garantit le droit à un procès équitable. OK. L'argumentation de la Cour est vraiment limpide. Le droit d'accès à un juge n'a strictement aucune valeur si l'État peut se permettre de regarder un jugement définitif et de simplement le jeter à la poubelle. Mais oui, ça sert à rien d'avoir des juges, sinon. Exactement. Mais le fait le plus marquant de cet arrêt-là, c'est l'utilisation de l'article 46 de la Convention pour diagnostiquer une carence systémique. Attends, pause. Une carence systémique? Dans le jargon de la Cour européenne, on s'entend que c'est pas juste une simple tape sur les doigts, ça, n'est-ce pas? Oh que non! Qu'est-ce que ce terme juridique implique concrètement pour l'État belge? C'est l'équivalent d'un diagnostic de maladie auto-immune pour un système judiciaire. Wow! La CDH déclare que le problème n'est pas un accident ou une erreur administrative isolée. C'est une défaillance structurelle de l'État lui-même. C'est profondément ancré. Ouais. L'incapacité de la Belgique à faire respecter les jugements de ses propres tribunaux est devenue endémique. Dans le fond, la Cour signifie que l'État de droit est fondamentalement en panne dans le pays parce que le gouvernement a décidé que les décisions judiciaires, c'était devenu facultatif. Ce qui rend la lecture de ce rapport profondément inquiétante pour de vrai, c'est que cette culture de la transgression n'est pas du tout confinée à la crise migratoire. Non, ça s'étend. L'Institut fédéral des droits humains démontre que c'est devenu un mode de gouvernance qui se généralise à tous les niveaux. Par exemple, la justice ordonne de réduire la surpopulation carcérale, qui est inhumaine. L'État prend en moyenne 3 ans et demi pour réagir à un arrêt de la CDH. 3 ans et demi pour réagir? C'est absurde. Et c'est pas juste au niveau fédéral. En région wallonne, le plus haut tribunal administratif, le Conseil d'État, a annulé des licences d'exportation d'armes vers des pays en conflit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La réaction du gouvernement régional? Ignorer purement et simplement le tribunal et continuer à délivrer des licences identiques en modifiant à peine la paperasse. Oui, cette attitude-là démontre une arrogance institutionnelle totale. L'exécutif se sent intouchable. Les ministres savent pertinemment que la majorité parlementaire est muselée par les présidents de parti, comme on le disait tantôt. Ouais. Fait qu'il n'y a aucun risque réel de voir une motion de censure renverser le gouvernement à cause du non-respect d'un jugement. La séparation des pouvoirs, qui est censée équilibrer la démocratie, est juste désactivée. Et ça me ramène à mon exemple sur les normes de bruit de l'aéroport de Bruxelles. L'État a été condamné au civil de façon répétée pour avoir dépassé les limites sonores, ce qui affecte sérieusement la santé des résidents. Ouais, un dossier très lourd. Au lieu de changer les trajectoires de vol ou de restreindre les horaires pour se conformer aux droits, le gouvernement fédéral a simplement accumulé les amendes. Ils ont payé plus de 25 millions d'euros en astreinte depuis 2017. C'est de l'argent public en plus. Exact. L'argent des contribuables sert littéralement à financer l'illégalité de l'État. C'est rendu que les condamnations en justice sont traitées comme une simple dépense d'exploitation dans le budget de l'État. C'est comme on paierait l'électricité ou l'entretien des routes. C'est la marchandisation de l'impunité. Totalement.
On calcule que le coût politique d'affronter les compagnies aériennes ou les lobbies économiques est plus élevé que le coût financier de payer les astreintes avec l'argent public. L'État s'achète littéralement le droit de violer la loi. Et évidemment, un pays ne peut pas opérer avec un cynisme pareil sans que la communauté internationale s'en aperçoive. Non, ça finit par se voir. Surtout un pays qui abrite les institutions de l'Union européenne sur son propre sol. Exact. Et si on relie ça à la situation globale, l'impact sur le capital diplomatique de la Belgique est catastrophique. La Commission européenne a publié ses rapports 2024 et 2025 sur l'état de droit, et la Belgique y est formellement rappelée à l'ordre. Et se font taper sur les doigts. Ouais. L'Europe exige que Bruxelles garantisse enfin l'exécution des décisions de justice. Mais le coup de grâce en termes d'image, ça provient du rapport Liberties 2025, un vaste document de surveillance qui est coordonné par la société civile. Et qu'est-ce qu'ils disent? Dans cette analyse-là, la Belgique est carrément citée dans la même catégorie que la Hongrie et la Slovaquie. Ouf! Ouais, des pays qui sont régulièrement pointés du doigt pour leurs dérives illibérales et la dégradation de leur contre-pouvoir. Le rapport souligne d'ailleurs l'hypocrisie de la posture internationale de la Belgique. D'un côté, on a des ministres belges qui, lors de sommets européens, vont faire la morale à la Pologne sur l'indépendance de la justice. Ben oui. Et de l'autre, ces mêmes ministres viennent à Bruxelles et ignorent effrontément les ordonnances de leurs propres juges. C'est le double standard par excellence. Totalement. Mais face à ce désastre-là, est-ce que les auteurs du rapport proposent des solutions pour réparer ces fondations effritées? Ou est-ce qu'on se dirige fatalement vers un effondrement institutionnel complet? Le rapport propose des remèdes structurels majeurs. Mais, on va se le dire, ça demanderait un courage politique immense pour les appliquer. Comme quoi, par exemple? La première recommandation, c'est l'abolition complète du système des cabinets ministériels. Le but, c'est de forcer le retour d'une fonction publique forte, neutre et surtout capable de dire non aux dérives partisanes. Bonne chance avec ça. Et ensuite? Ensuite, la création d'une autorité de déontologie totalement indépendante du Parlement, avec de vrais pouvoirs d'enquête et de sanctions sur les élus, pas juste de l'autorégulation. OK, ça c'est logique. Et enfin, et c'est peut-être la mesure la plus dissuasive du lot, le rapport suggère de rendre les ministres personnellement et financièrement responsables de la non-exécution des arrêts de justice. Aïe, aïe. Ça ferait mal. Imagine, si les astreintes de l'affaire de l'aéroport étaient prélevées directement sur les avoirs personnels du ministre plutôt que sur le Trésor public. La conformité au droit deviendrait subitement la priorité absolue du jour au lendemain. C'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, hein? En synthétisant cette montagne de données juridiques et politiques, le rapport met en lumière ce que les politologues nomment le silence des exclus. Oui, c'est un concept très fort. La mécanique est vraiment pernicieuse. Quand un gouvernement refuse systématiquement d'appliquer la loi, quand il noie les citoyens dans une bureaucratie hostile et qu'il méprise ouvertement les jugements qui sont destinés à protéger les droits fondamentaux, un épuisement civique s'installe. Les gens baissent les bras. Exact. Le citoyen finit par se dire à quoi bon faire appel à la justice si de toute façon l'État va ignorer le verdict. Fait que le citoyen abandonne. Et c'est à cet instant précis que le contrat social se fissure de manière irréparable. C'est dramatique. La loi n'agit plus comme un filet de sécurité universel, elle devient juste une vague suggestion que l'État suit uniquement quand ça l'arrange. Et la véritable tragédie qui est soulignée par cette analyse-là, c'est que la particratie a réussi à transformer l'État de droit en un concept totalement flexible, subordonné aux calculs électoraux et aux arrangements de coulisses. Ce qui boucle parfaitement la boucle avec notre image du départ. Tu sais, ce magnifique bâtiment historique qui pourrit de l'intérieur. Absolument. Après avoir plongé dans les entrailles de ces rapports, on réalise à quel point la frontière entre une démocratie fonctionnelle et un système arbitraire est vraiment mince. Très mince. Et ça me laisse avec une réflexion assez crue pour quiconque a suivi cette analyse aujourd'hui. Si un gouvernement a la capacité d'acheter le droit d'ignorer la loi en pigeant des dizaines de millions dans les poches des contribuables pour payer ses propres amendes, la justice n'est-elle finalement devenue qu'un luxe inabordable réservé uniquement à ceux qui n'ont pas les moyens de se payer leur propre illégalité? Faisons un petit exercice mental juste pour commencer aujourd'hui. Imaginons qu'on est traîné en cours pour une raison quelconque. On perd. OK, ça arrive. Ouais, ça arrive. Le juge nous ordonne de réparer la situation. Mais là, imaginons qu'on refuse de le faire. Carrément. Carrément.
Pas juste une fois, tu sais, mais 10 000 fois de suite, sur une période de 3 ans. C'est quand même énorme. C'est fou. Et à chaque fois, on ignore le juge. On s'entend pour dire que si un citoyen ordinaire ou même une entreprise privée faisait ça, les conséquences seraient complètement catastrophiques. Ben oui, la prison, la saisie des biens, la faillite. Exactement. Mais quand c'est le gouvernement qui agit de la sorte, ça passe presque comme une lettre à la poste dans l'actualité quotidienne. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder ce qui se passe quand un État décide vraiment consciemment d'arrêter de respecter ses propres lois. C'est une entrée en matière qui frappe, puis c'est exactement le cœur de notre sujet pour cette exploration. Ce qui rend la situation encore plus troublante, c'est qu'on a accès à toutes les données qui prouvent ces dérives-là. Et c'est là qu'on plonge vraiment dans le vif du sujet. Le menu du jour est basé sur un rapport dense, mais honnêtement fascinant, qui s'intitule « Belgique, démocratie, état de droit, opacité ». Ouais, c'est un document très pointu. Tellement. C'est un document qui croise la sociologie, le droit public, la science politique, puis qui s'appuie sur des données béton de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe, surtout leur groupe anticorruption, le fameux GRECO, et de Transparency International. Des sources vraiment solides, là. Absolument. Et notre mission avec cette plongée en profondeur, c'est de comprendre un paradoxe complètement fou. On vit une époque où la transparence est reine. On a des statistiques sur tout, les rapports sont publics. Ouais. Et pourtant, cette même transparence, au lieu de rétablir la confiance, elle est en train de nourrir un cynisme sans précédent. Un cynisme qui glisse, lentement mais sûrement, vers le conspirationnisme pur et dur. C'est un phénomène qui dépasse largement les frontières de la Belgique, même si c'est notre cas d'étude aujourd'hui. Ah, c'est clair. Partout en Occident, on observe cette même mécanique institutionnelle puis psychologique. Et pour comprendre l'effritement de l'État en Belgique, il faut d'abord regarder les lunettes avec lesquelles le grand public observe ces failles-là. Fait que comment on analyse ça? Ouais, ce qui est fascinant ici, c'est que le texte fait une ligne de démarcation très stricte sur le plan épistémologique entre la critique systémique, qui est saine, et le conspirationnisme. Des sociologues comme Gérald Bronner expliquent que le complotisme est redoutablement efficace parce qu'il épouse littéralement les intuitions du cerveau. Attends, les intuitions du cerveau? Ouais. Face au chaos, face à l'imprévisibilité d'un système complexe, notre cerveau déteste le hasard et l'incompétence. Il exige une explication simple, avec une intention derrière. OK, je vois. Paradoxalement, l'idée qu'il y a une élite ultra secrète et malveillante qui tire les ficelles, ça rassure. Ça rassure. De penser qu'on est manipulé par une oligarchie de l'ombre, c'est censé être rassurant. Oui, parce que ça implique un pilote dans l'avion. Même si le pilote est méchant, il y a un contrôle, une hyper-intentionnalité. L'alternative, c'est d'accepter l'idée d'un système titanesque qui dysfonctionne simplement par inertie. Par pure incompétence. Exact. Par pure incompétence bureaucratique. Et ça, pour l'esprit humain, c'est terrifiant. C'est l'angoisse du vide. Bon, décortiquons tout ça avec une image. Juste pour rendre ça bien concret pour les gens qui nous écoutent. C'est comme être coincé dans un embouteillage monstre sur l'autoroute. Ouais, on a tous connu ça. Tellement. Le conspirationnisme, ce serait de s'imaginer qu'un groupe secret s'est réuni la veille pour bloquer la route spécifiquement pour nous nuire. Pour s'assurer qu'on rate notre réunion, genre. C'est ça. Alors que la sociologie, l'approche systémique, c'est de réaliser que cet embouteillage, c'est juste le résultat d'une mauvaise planification urbaine puis de feux mal synchronisés. Il n'y a pas de complot, juste un gros problème de gestion. C'est une excellente analogie. C'est vraiment la différence entre une conséquence inattendue et une intention malveillante. OK, je comprends le principe de l'embouteillage, mais il faut que je me fasse l'avocate du diable ici. Si les rapports officiels exposent ces failles-là publiquement, puis que rien ne change, est-ce que c'est pas logique, à un moment donné, que les citoyens flairent une dissimulation volontaire? S'ils savent que ça marche pas, qu'ils font rien, ça semble furieusement un plan, non? C'est une réaction super légitime. Et c'est ici que les sources amènent deux concepts vraiment clés. D'abord, ce que le philosophe Karl Popper appelait la théorie conspiratrice de l'ignorance. La théorie conspiratrice de l'ignorance, OK? Popper disait essentiellement que l'être humain a un mal fou à accepter que des mauvaises choses puissent arriver sans que quelqu'un l'ait voulu. Si une institution échoue, on cherche un coupable avec un visage. On veut pointer quelqu'un du doigt. Exact. Ensuite, il y a la société de la transparence, un concept du philosophe Byung-Chul Han. Ah, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Han explique qu'on a fait de la transparence une sorte de religion. La transparence expose au grand jour l'impuissance structurelle de l'État. Mais comme l'État est incapable de se réformer, les gens voient l'échec en haute résolution. En haute résolution, j'aime ça. Ouais. Fait que
Le cynisme électoral et les effets pervers de la bureaucratie créent des désastres qui ressemblent à de la malveillance. Mais ce n'est que de l'impuissance. On se dit, ils peuvent pas être aussi incompétents publiquement sans que ce soit fait exprès. Donc, on confond un échec structurel avec une machination. Et puisqu'on parle d'impuissance structurelle perçue comme un complot, on doit regarder l'exemple le plus documenté de cette rupture dans le rapport. Le refus systématique de l'État de respecter ses propres lois dans la crise de l'asile. C'est de là que venait mon exemple d'ouverture, tu sais. Oui, et les chiffres sont vraiment stupéfiants. Complètement. Juste pour donner une idée de l'ampleur, depuis 2021, l'État belge, via son agence Fedacil, a été condamné plus de 10 000 fois. 10 000 fois. Certains rapports disent même 12 000 fois. Le motif, ne pas avoir fourni d'hébergement aux demandeurs d'asile. Le résultat, c'est des milliers de personnes, incluant des mineurs, laissées carrément dans la rue. Et on parle pas juste de tape sur les doigts. Non, pantoute, on parle de saisies millionnaires sur les comptes de l'État, des condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme, genre le fameux arrêt Camara de juillet 2023, puis malgré ça, le gouvernement refuse d'agir. Et là, c'est important de faire une pause sur les motivations. Pourquoi ils font ça? Oui, et je veux prendre un moment très clair ici. Pour notre auditoire, notre objectif aujourd'hui, c'est aucunement de prendre parti sur les débats migratoires ou de juger les idéologies de gauche ou de droite. On se contente de rapporter fidèlement l'analyse politico-sociologique du document. Exact. On regarde la mécanique et les sources expliquent que le gouvernement refuse d'agir par crainte de créer un appel d'air. Ils ont peur que s'ils se fournissent un hébergement, plus de gens viendront. Et surtout, c'est la concurrence électorale de l'extrême droite. Le fameux suicide politique. Voilà. Agir selon la loi est perçu par l'exécutif comme un suicide politique. Si on relie ça à la situation globale, l'analyse juridique démontre que c'est même plus une crise. Parce qu'une crise, c'est censé être soudain, tu sais. Exactement. Là, c'est un continuum, c'est devenu une politique de gestion, c'est le triomphe de l'opportunisme électoral sur l'architecture constitutionnelle. C'est pas un complot, c'est un calcul de court terme dévastateur pour l'État de droit. Mais là, la grande question, là, comment les institutions réagissent quand l'exécutif bafoue ouvertement les décisions judiciaires de même? Il tire la sonnette d'alarme. Et pas à peu près, là. De manière vraiment historique. En juillet 2024, il y a eu un mémorandum commun publié par les 3 plus hautes juridictions du pays. La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, puis le Conseil d'État. Oui, c'est un fait rarissime de voir ces juges-là sortir publiquement pour dénoncer le comportement de l'État en le qualifiant d'inacceptable. Ils dénoncent aussi un sous-financement chronique. Prépare-toi bien, il manque 43 % de juges. 43 %, c'est la moitié de l'effectif presque. Si tu enlèves la moitié des chirurgiens dans un hôpital, c'est sûr que le système s'effondre. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si la justice est affaiblie à ce point-là, qui détient le vrai pouvoir? C'est la question fondamentale. Et ça nous amène au problème des cabinets-tards. Les cabinets-tards, oui. Le rapport du Greco pour 2024 et 2025 cible spécifiquement les cabinets ministériels. On parle de centaines de collaborateurs recrutés sans aucune vérification d'intégrité par pure affinité partisane. Et ça a des conséquences directes sur la corruption perçue. L'effondrement du score de la Belgique dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International le montre bien. Le pays est passé d'un score de 77 en 2016 à 69 en 2024-2025. Ouf, c'est une grosse drop en quelques années. Très grosse. Le GEE dénonce l'absence totale de sanctions déontologiques puis la non-régulation du lobbying. Et le pire, c'est que l'impunité y est, je cite, structurellement garantie par l'instabilité politique. Attends, comment l'instabilité peut garantir l'impunité? Ça semble contre-intuitif. Dans un système de coalition très fragile, c'est simple. On ne sanctionne pas un partenaire de coalition par peur de faire tomber le gouvernement. Si un ministre dérape sur l'éthique, le premier ministre va fermer les yeux pour sauver la coalition. Fait que pour garder le pouvoir, on tolère toutes ces cyniques. Face à un tableau si sombre, il est naturel de se demander pourquoi un système de même existe encore. Avant de jeter la pierre, il faut comprendre l'ingénierie derrière ce désastre. Exact. Et les sources nous expliquent ça à travers 2 concepts sociologiques clés. D'abord, la particratie. Dans ce système-là, les chefs de parti confisquent le pouvoir réel. Fait que le Parlement ne sert plus à rien. Le Parlement se transforme en simple chambre d'enregistrement. Les députés votent ce que le chef de parti décide. Point. Wow! Et c'est quoi le deuxième concept? C'est la démocratie consociative, un modèle théorisé par Arend Liechbart.
Ah oui, j'ai une analogie parfaite pour ça. C'est comme un gigantesque travail d'équipe universitaire, mais version cauchemar. Ah, vas-y. Imagine un groupe où les membres se détestent, mais où chacun possède un droit de veto absolu. Résultat, tu peux rien discuter ouvertement. Tout doit se négocier en secret à la cafétéria pour éviter l'effondrement total de l'équipe. C'est exactement ça. Dans le système belge, profondément divisé par des clivages linguistiques et philosophiques, tout se négocie à huis clos dans ce qu'ils appellent le comité de concertation ou le Codeco. Fait que l'opacité n'est pas conçue pour nuire aux citoyens à la base. Non. Elle est historiquement perçue par l'élite politique comme un secret fonctionnel. C'est le prix à payer pour maintenir le pays uni. Cela soulève d'ailleurs une question importante. Que se passe-t-il lorsque ce secret fonctionnel heurte de plein fouet l'ère moderne et notre exigence absolue de transparence? C'est là que ça pète. C'est exactement cette friction-là entre le secret politique perçu comme utile puis l'exigence de transparence des citoyens qui crée le basculement vers les théories du complot. Absolument. Et le rapport mentionne un exemple fascinant pour illustrer ça. Le média alternatif belge Kairos. Au départ, c'était une voie de critique sociale super légitime. Ils dénonçaient la particratie, la marchandisation. Des vrais enjeux. Des vrais enjeux, oui. Mais avec le temps, leur discours a complètement basculé vers un activisme anti-système très manichéen. Ils en sont venus à postuler que les gouvernements veulent instaurer un régime totalitaire de façon intentionnelle. Et ça s'explique très bien par l'économie de l'attention puis la culture du clash sur le web. Analyser l'inapplication d'une recommandation complexe du Gréco, tu sais, c'est aride, c'est ennuyeux. Personne clique là-dessus sur les réseaux sociaux. Exact. Par contre, crier au complot d'une oligarchie occulte, ça mobilise immédiatement les émotions, la peur, la colère. Les algorithmes enferment le public dans ces certitudes-là qui deviennent infalsifiables. C'est tellement dangereux. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour nous? C'est quoi les vraies conséquences? Le document résume ça avec un triple dommage institutionnel et citoyen. Premièrement, ça paralyse l'action. Je veux dire, pourquoi exiger des réformes si on est convaincu que le Parlement est juste une marionnette contrôlée par des forces de l'ombre? C'est vrai, ça démobilise complètement les gens. Deuxièmement, ça offre une excuse en or massif aux politiciens incompétents. Dès qu'on leur fait une critique légitime sur leur mauvaise gestion, ils peuvent juste la discréditer en traitant leurs opposants de complotistes. Ah, ça c'est la carte de sortie parfaite pour eux. Et troisièmement, ça détruit le capital de confiance publique qui est pourtant essentiel à la survie de toute démocratie libérale. Sans confiance, tout le système s'écroule. C'est lourd comme constat. Si on essaie de synthétiser notre voyage conceptuel d'aujourd'hui, l'effritement de l'état de droit qu'on a vu avec la crise de l'asile puis l'opacité des cabinets, c'est incontestablement réel. Les faits sont là. Oui, la colère est légitime. Mais imputer ce cynisme et cette inertie à un grand complot malveillant occulte, c'est une erreur intellectuelle qui ne fait que protéger le statu quo. Comprendre la structure, comme on le fait aujourd'hui, plutôt que d'imaginer des intentions cachées, c'est notre véritable arme. Tout à fait. Et pour les gens qui nous écoutent, cette grille de lecture-là, faire la différence entre incompétence systémique et complot, c'est un outil vraiment puissant pour naviguer dans l'actualité en général, aujourd'hui, peu importe le pays. D'ailleurs, ça m'amène à une pensée un peu provocatrice pour clore notre analyse, une réflexion orientée vers l'avenir. Oh, j'écoute. Nous exigeons toujours plus de transparence gouvernementale en pensant que la lumière va guérir notre démocratie. Mais si la transparence totale ne s'accompagne pas d'un pouvoir réel de sanctionner les dérives, est-ce que cette transparence ne devient pas paradoxalement la machine parfaite pour fabriquer du désespoir et du cynisme citoyen? Wow! La transparence comme machine à fabriquer du cynisme, c'est une question qui ébranle vraiment nos certitudes. Un immense merci à tout le monde à l'écoute de s'être joint à nous pour cette réflexion exigeante et honnêtement tellement fascinante. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine exploration de nos systèmes complexes. Salut Sam!